Hey bonjour, aujourd'hui je vais te présenter mes pires tropes de science-fiction. Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein d'autres trucs très cool. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si t'es déjà abonné, merci beaucoup de me suivre au quotidien, ça fait super plaisir. La SF, c'est un genre que je lisais énormément quand j'étais ado, que je lis plus trop maintenant. Quand je lis de la fiction, maintenant je lis de la fantasy ou du fantastique principalement. Mais je regarde encore beaucoup de médias, genre du cinéma ou des séries de SF. C'est un truc que j'aime bien. Du coup, je vais te présenter quelques références d'illustrations en SF pour le cinéma, pour les séries, mais il y aura aussi de la littérature, t'inquiète pas. Et à la fin de la vidéo, je vais te présenter mon choix, ma sélection d'œuvres littéraires de science-fiction incontournables. Ça se trouve, il y en a que tu connais déjà, ça se trouve, il y en a que tu connais pas, ça se trouve, il y en a que t'aimes pas, tu nous diras ça en commentaire. Un truc qui me dérange énormément, je crois que c'est le pire, c'est quand on arrive dans un truc de SF, quand on arrive du coup sur une planète extraterrestre et que dans la planète, toute la civilisation, toute la culture et toute la population est homogène. Ça veut dire qu'ils croient en même chose, qu'ils font les mêmes choses au même moment, pour les mêmes motivations, pour les mêmes raisons, pour les mêmes besoins, les mêmes envies. C'est très peu probable que ce soit possible. C'est très peu probable que ce soit le cas. Regarde même à l'échelle d'une planète, regarde la nôtre. En fonction de la région, en fonction de l'endroit, en fonction de la culture, de la société, les besoins ne sont pas les mêmes, les religions ne sont pas les mêmes, les systèmes économiques, de croyances, etc. ne sont pas les mêmes. En fait, t'imagines, sur une autre planète, pourquoi est-ce que ce serait différent? Pourquoi est-ce que, dans une autre planète, toute la population, toutes les races confondues, s'il y en a plusieurs, croiraient et feraient la même chose? C'est très peu probable. Je dirais même impossible, mais je ne vais pas dire impossible, en tout cas c'est très peu probable. Et ça, quand je vois ça dans un bouquin, je trouve, en fait, ça me fait perdre tout intérêt de lecture. Et en plus de ça, au-delà des intérêts idéologiques et philosophiques, il y a parfois aucune différence d'apparence au sein d'une même race, peu importe l'endroit sur la planète dans laquelle ils vivent. Regarde sur Terre, encore une fois, parce que c'est la planète que je connais, j'en connais pas d'autres. En fonction des régions, en fonction des endroits, en fonction du climat, de la topographie, de la météo, etc., la pigmentation, l'apparence et la morphologie des gens va changer en réaction à ça. La pigmentation change et s'adapte en fonction de l'environnement. Est-ce que tu penses que ce serait différent sur une autre planète? Je pense pas, personnellement. Je suis en train de penser là par exemple à l'univers de Star Trek, il y a la planète Vulcain, je vais pas rentrer dans un délire où je t'explique tout ça, mais en tout cas c'est ceux qui ont les sourcils comme ça et qui disent bonjour comme ça. Ces mecs-là. Et les meufs aussi, il y a les deux. Et en fait c'est une des sociétés les plus organisées parce qu'elle a basé du coup la construction de son modèle social, politique, religieux sur, économique aussi, enfin tout qui constitue une société, sur et par un prisme ultra logique et rationnel. C'est ça qui régit leur vie. Du coup, c'est le même prisme, le même biais, la même réflexion, la même méthodologie réflexive. Et au sein de cette planète qui est du coup ultra organisée, il y a des différences, des divergences d'opinion. Il y a les radicaux, il y a les conservateurs, il y a les progressistes. Tous ces gens-là cohabitent au sein de cette société ultra organisée. Alors, est-ce que tu penses que ce serait différent dans une société moins organisée? Ou organisée différemment, du moins? Moi, je pense pas. Je pense là au film Alien, le deuxième, Aliens, il y a un S à la fin, où à la fin du film, on découvre en fait la mère pondeuse, donc la reine qui pond les aliens, très bien, et il y a tous les aliens qui sont autour d'elle. Et en fait, on voit à la fin du film qu'ils agissent tous en symbiose, qu'ils agissent tous en fonction d'une organisation qui dépend de la reine. Ça a du sens, et donc ils sont homogènes, ça a du sens parce que du coup c'est pour montrer un genre d'effet ruche, si tu veux. Que du coup, comme les abeilles qui travaillent toutes dans un seul but, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'individualité, en fait c'est une société qui bosse vers un seul but. C'est pour montrer la même chose chez les aliens. Et ça a un but précis. Donc si jamais c'est ça ton but, c'est l'intention que tu as, et c'est de montrer en fait une société très homogène pour une raison particulière, alors bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si c'est pas ça le parti pris, et en fait, ça va juste montrer une société qui est défaillante et qui est du coup peu crédible et peu réaliste. Autant s'éviter ça, non? Je pense aussi à ce livre génial de Douglas Adams, Le Guide du voyageur intergalactique, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ça, c'est un mot, ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de H dans ce mot? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'autant de H? Est-ce que c'est normal, ça?
Quoi qu'il en soit, on suit du coup l'aventure d'un terrien qui se balade dans l'espace parce que la Terre a été détruite pour plein de raisons. Et en fait, ce livre, c'est génial, c'est une bombe si jamais tu veux le lire. Euh, et du coup, on découvre plusieurs planètes au fur et à mesure de son voyage. Et chaque planète est différente, chaque planète est complexe, chaque planète a un système politique, religieux, économique, etc., qui génère du coup un fonctionnement de société, mais aussi des divergences avec des membres de la société. Donc il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui n'ont pas d'avis, et tout ça, ça fait partie en fait d'une société. Tout le monde n'adhère pas au modèle existant. Et en fait, on découvre toutes ces planètes-là, et c'est génial, c'est très bien fait, c'est très crédible, c'est cohérent, et en plus, du coup, on a envie de les découvrir. Et on se fait pas chier parce que c'est pas les mêmes à chaque fois. Donc franchement, c'est vraiment tout bénef. Un autre aspect que je vais combiner avec le troisième, donc le deuxième et troisième, c'est parce qu'ils sont du coup plus ou moins la thèse et l'antithèse l'un de l'autre, c'est quand il y a trop de technologie versus quand il n'y en a pas assez. Et en fait, quand il y a trop de technologie, moi en fait, je t'avoue, je m'en fous de savoir pendant une page euh, comment est-ce que le système de propulsion du vaisseau spatial s'enclenche, en me décrivant du coup les composants, leurs réactions, leurs actions, leurs réactions, etc. Moi, je m'en fous de ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est que ton vaisseau, il vole, et que quand il vole, il laisse un cratère sur le sol. C'est tout ce que je veux savoir. Comment fonctionne le bordel à l'intérieur, ça, à moins que ça apporte quelque chose à l'histoire, mais si c'est pas le cas, je m'en fous. Il y a des chances que déjà je saute ce passage-là, et que de yeux, même si je venais à le lire, je l'oublie dans 5 pages. Du coup, ça ne sert à rien, c'est de l'infodumping en fait très gratos. C'est très bien que tu aies fait de la recherche sur ça, ça veut dire que c'est cohérent, mais c'est très dommage de le tartiner avec sur des pages et des pages. Moi, de mon côté, je suis pas très fan de cet aspect-là. Et du coup, il y a l'opposé, il y a quand il y a zéro recherche, et ça se sent. Ça veut dire que l'écrivain n'a fait aucun taf de recherche. En fait, il écrit au fur et à mesure son histoire. Si le but de ton histoire, enfin le carcan de ton histoire est complètement fictif, et que du coup, c'est censé être n'importe quoi, c'est pas parce que c'est fictif que c'est n'importe quoi, attention. En tout cas, si c'est censé être n'importe quoi, bah même ton n'importe quoi, il doit être cohérent. À moins que la logique, ce soit d'être incohérent. Je pense par exemple là au livre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, les deux. C'est très incohérent, et il n'y a pas de logique à saisir. Il n'y a pas de logique, et c'est ce qui fait que c'est plaisant. C'est qu'en fait, quand tu comprends qu'il n'y a pas de logique, c'est un parti pris de l'auteur, t'y adhères et en fait du coup tout devient possible. C'est un contrat que tu signes avec l'écrivain et du coup tu te dis ok, il va se passer nimp. Or quand tu écris de la SF, si ton but ce n'est pas de faire ça, eh ben, ce contrat-là ne peut pas exister sur le fait qu'il se passe nimp. Ce n'est pas possible parce que il n'est pas censé se passer nimp dans ton univers, à moins que ce soit le cas, encore une fois, pour nuancer. Mais si c'est pas le cas, il faut que ce soit crédible, il faut que ce soit cohérent. Par exemple, si ton vaisseau spatial comment dire, décolle sans fumée, sans faire de cratère, sans système de propulsion, sans rien du tout, bah en fait, ça veut dire comment ça fonctionne déjà ce bordel, tu vois. Faut qu'on comprenne un minimum ce qui se passe, sans nous balancer des rapports de la NASA, mais en tout cas, faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et en fait, l'équilibre entre les deux, c'est ce qui fait que du coup, on adhère à ce que tu écris. Comme disait Francis Cabrel, tout est une question d'équilibre. J'ai des super références en musique. Un autre aspect qui me dérange vraiment beaucoup, je crois que celui-là c'est le pire, c'est quand des ados sauvent le game. Quand les ados arrivent à renverser un système qui existe. Je trouve que je crois qu'il n'y a pas grand-chose de moins crédible dans la littérature. Au cinéma, en série, tout ce que tu veux. Je pense là par exemple au film et au livre Le Labyrinthe. C'est des ados qui sauvent le game en niquant des adultes. Donc une organisation mondiale avec un budget quasiment illimité, des militaires surentraînés, des scientifiques de ouf qui ont des connaissances de ouf et qui maîtrisent complètement l'univers dans lequel ils mettent les ados. Ça c'est le pitch. Les ados, ils sont pieds nus, ils n'ont pas à bouffer, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont même pas un couteau suisse, rien, tu vois. Et ils arrivent à renverser cette organisation-là. Comment c'est possible ? C'est pas possible, ce n'est pas crédible, ça ne fait pas tenir l'histoire sur deux pattes, ni une, ni trois, ni quatre. Ça ne fait pas tenir l'histoire. En fait, ce film-là, ce livre-là, il aurait duré 20 minutes, allez 30, il aurait duré 30 minutes, les gosses auraient voulu se rebeller contre l'organisation, ils auraient voulu chercher des moyens pour se rebeller, l'organisation leur aurait envoyé des grenades dans leur gueule. Et ils seraient morts. Tous, les garçons, les filles, tous. Et en fait,
ils auraient ramené d'autres jeunes et ça aurait continué. Comment est-ce que des jeunes, sans moyens, sans ressources, à part leur intelligence, visiblement, peuvent renverser cette organisation-là? En fait, moi, je peux plus lire les trucs comme ça. Je pense là, en termes de film, aux Goonies, ça me fait penser aussi à Stranger Things, que j'ai pas regardé, mais qui m'a l'air d'être dans le genre. Des ados, des enfants, qui niquent le game dans les Goonies. C'est des gosses qui défoncent une bande de criminels qui ont de l'expérience et qui sont balèzes dans ce qu'ils font. Et ils arrivent à le renverser. Comment c'est possible? Pourquoi c'est possible? Et pourquoi est-ce qu'on peut y croire? Alors du coup, si c'est pour les gosses, c'est cool, mais quand tu n'es pas un gosse, ce qui est mon cas, parce que j'ai une moustache, bah en fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas y croire en fait. Et ça perd du coup, ça fait perdre toute crédibilité à ton histoire. Si tu veux faire ça pour je vois même pas de raison pour lesquelles le faire, à part si c'est destiné aux enfants. Mais hormis, même en étant destiné aux enfants, c'est pas crédible en fait. Tu peux écrire des histoires dont les personnages principaux sont des enfants et des ados, en le rendant crédible et réaliste. À moins que tu ne veuilles pas faire un truc crédible et réaliste. Auquel cas, bah, c'est un truc qui va vraiment ne plaire que aux enfants et aux ados et personne d'autre. Et un autre aspect qui me dérange énormément quand je lis de la SF, c'est la femme isolée, la demoiselle en détresse. Il y a souvent des groupes masculins dans lesquels il y a une femme, qui est souvent un peu un maillon faible de l'équipe. Tu vois, c'est pas vraiment un leader, c'est pas non plus un personnage important, c'est un personnage qui est paumé comme ça, et qui est posé pour faire joli. Ça, je trouve ça un peu nul, parce que du coup, ça ne sert à rien. Le fait qu'il y ait une femme ne sert à rien, ça aurait pu être un enfant, ça aurait pu être un homme, ça aurait pu être ce que tu veux. En fait, ça n'apporte rien à l'histoire. À part le fait d'avoir un personnage à secourir parce que globalement elle va finir dans la merde et du coup ce sera un peu genre une demoiselle en détresse à sauver. Je pense là par exemple à... du coup c'est un contre-exemple là. Je pense à Alien, encore une fois. Le premier, il y a deux personnages féminins dans tout l'équipage. La première, on s'en fout, elle crève très rapidement. Et la deuxième, donc le personnage principal, Ripley, c'est un sergent, elle est gradée, mais on s'en fout un peu de sa vie parce qu'elle est très introvertie, elle ne parle pas trop, elle est là, elle fait sa vie de son côté, quoi. Mais elle est très compétente dans son boulot et ça, on le comprend très vite. Et en fait, il s'avère que elle arrive à niquer le game, et c'est la seule survivante, et à tuer la bestiole. Donc, c'est plutôt cool. Ça partait pas gagnant, mais en fait, il s'avère que le personnage est très crédible parce que elle arrive à faire tout ce qu'elle fait grâce à ses compétences. Il n'y a pas de cheat code, il n'y a pas de triche en fait. Elle fait tout ce qu'elle fait grâce à ses compétences professionnelles. Tout ce qu'elle fait sur le vaisseau, de base, c'est ce qui lui permet en fait de survivre. J'ai un exemple qui ne marche pas trop, c'est dans un film de Predator qui est sorti il y a 3-4 ans. Il y a un groupe de mercenaires qui du coup s'en prend au Predator. Le Predator est là pour niquer des gens, clairement, il n'y a pas d'autre raison. Et il se retrouve à trimballer une scientifique, un rat de laboratoire, qui se retrouve avec eux. Et en fait, le groupe de militaires surentraînés, donc ils courent partout, etc. Et en fait, il s'avère que la meuf court aussi vite qu'eux, qu'elle a autant d'endurance qu'eux, qu'elle sait servir d'armes, qu'elle en fait résiste à des assaillants, qu'elle se bat contre des extraterrestres qui sont formés pour buter. Et en fait, tout ça, elle le fait sans trop sourciller. Elle salit un petit peu son t-shirt, j'avoue. Ce n'est pas crédible, ce n'est pas possible. Si tu veux créer un personnage badass, pour créer un personnage badass, ça marche pas. Il faut qu'il y ait une raison. La meuf qui, il y a 2 minutes, elle jouait avec son bec benzène, elle finit par être une experte militaire, ce n'est pas possible que ce soit crédible aussi. En fait, ça ne marche pas. Il faut que... Dans Alien, le personnage de Ripley est crédible parce que c'est un personnage qui galère, femme ou homme, en fait, on s'en fout de ça. Mais c'est un personnage qui galère et en fait, il doit faire preuve d'ingéniosité pour survivre. Cette meuf qui se retrouve à jouer avec une mitraillette et à s'en servir à merveille comme si elle avait été formée, alors qu'on le sait au début du film. Parce que si au début du film, tu amènes, alors même si c'est maladroitement fait, une présentation dans laquelle tu parles du fait qu'elle sache servir d'arme. Tu vois, c'est un prétexte du coup. Ça veut dire qu'on comprend qu'elle puisse s'en servir. Mais c'est même pas le cas en fait. Et on dit explicitement qu'elle ne sait rien faire d'autre que son taf, parce que c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, c'est elle qui le dit. Du coup, comment tu te retrouves à faire ça? C'est vraiment très illogique. Et du coup, ça fait perdre toute crédibilité à ton personnage, et à ton histoire par extension. Là, je repense au Guide du voyageur intergalactique. Dedans, il y a un personnage, comment ça s'appelle Tricia. C'est le seul personnage féminin de l'histoire. Sinon, le reste, c'est des personnages masculins. Et il s'avère qu'elle est souvent en difficulté, qu'elle est souvent en galère. Et en fait, les membres de l'équipage doivent la sauver. Donc en fait,
dans ces cas-là, le personnage féminin sert de trophée, un genre de faire-valoir pour le personnage principal. Et en fait, ça, c'est vraiment extrêmement claqué. C'est nul, parce que c'est... En fait, c'est un schéma tellement exploité, tellement fait, déjà pour commencer. Et en plus de ça, c'est pour faire quoi, en fait? C'est pour mettre en avant le personnage, ton personnage principal. Alors si c'est le cas, en fait, tu peux le faire par tellement d'autres moyens. Et tu n'es pas obligé de noyer un personnage féminin dans un groupe masculin. Tu peux, enfin je sais pas, tu peux les faire soit homogénéement, soit homogénéement, de façon homogène, soit, je sais pas moi, en fait, c'est pas obligé d'avoir une parité homme-femme, c'est pas ça l'idée. Mais une femme systématiquement perdue dans un groupe d'hommes, c'est nul, en fait, il faut plus de variété que ça, et les femmes sont plus de la moitié de la population, en fait. Donc il faudrait que ça soit un peu représentatif dans ton histoire. À moins que ce soit un parti pris de montrer que des hommes. Si c'est en lien avec ton histoire, pourquoi pas, mais si c'est pas le cas, ça n'a pas de sens. À moins que tu veuilles encore une fois décrier quelque chose, un paysage professionnel ou politique, etc. Si c'est ça que tu veux faire, c'est cool. Si tu veux pas faire ça, franchement, rajoute des meufs. Faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Et c'est pas parce que tu es un homme que tu dois mettre que des hommes dans ton histoire, c'est parce que tu es une femme que tu dois mettre que des femmes dans tes histoires. Ça marche dans les deux sens. Les femmes ont tendance à mettre plus de personnages féminins dans leurs histoires, les hommes ont tendance à mettre plus de personnages masculins. Tu sais, encore une fois, hein, Francis Cabrel. Il y a un autre élément qui me dérange énormément, c'est le principe de colons, les colonies. Quand une race humaine, enfin les humains, du coup, vont coloniser une autre planète, pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas des milliers d'années d'expérience et d'histoire qui nous montrent que coloniser, c'est une mauvaise idée? Est-ce que du coup montrer que débarquer avec ses gros sabots et imposer sa vision, dire que nous ce qu'on fait c'est mieux que ce que vous faites, faites comme ça n'a pas été suffisamment prouvé que c'était une mauvaise idée? J'ai l'impression que oui. Tout ce que ça va générer, ce sera au mieux une guerre civile, ou au pire, un génocide. Et du coup, dans tous les cas, c'est le bordel. Donc si le but de ton histoire, c'est de montrer les conséquences du coup d'une colonisation sur une population qui est dominée, du coup, avec la naissance de la révolution qui va se montrer, bah là, c'est cool, t'as compris l'idée. En revanche, si c'est pas ça, ça marche pas, c'est pas cool, c'est-à-dire que c'est pas un truc genre hey, regardez, nos technologies sont géniales. Franchement, non, c'est éclaté, ça marche pas, on a des milliers d'années d'histoire qui nous montrent que c'est une mauvaise idée, et que ça n'apporte rien à tes personnages. Je pense là par exemple à l'univers de Star Trek. Il y a une série Star Trek qui raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques qui voyagent de planète en planète à la recherche du coup de nouveaux mondes non explorés. Et ils ont un principe simple, c'est le principe de neutralité. Donc ils rencontrent des nouvelles sociétés et ils ne se mêlent pas de ce qui se passe. Ils ne font qu'observer, rencontrer et noter en fait. Et ils ne se mêlent pas de ce qui se passe, ils ne sont pas là pour critiquer, pour guider ou pour quoi que ce soit. Ils ne se considèrent pas comme mieux ni comme moins bien, ils se considèrent juste comme différents s'ils le sont. Et ça, c'est très cool, ça veut dire que du coup on découvre de nouvelles sociétés que tu crées. Et en fait, c'est génial ça. Moi je suis ethnologue, et dans mon boulot, en fait, l'idée c'est de rencontrer de nouvelles sociétés, ou des sociétés tout court, et d'apprendre ce qu'ils font. En aucun cas, jamais, je dis aux gens que ce qu'ils font c'est bien, que ce qu'ils font c'est mal. Ce n'est déjà pas mon taf, et en plus de ça, je crois qu'ils s'en foutent de ce que je pense. Du coup, je suis là pour observer, constater, noter, et du coup, j'archive mes informations. C'est tout ce que je fais. Et après, je me casse, je rentre chez WAM. Donc ça, c'est le principe de neutralité. Donc ça marche dans la vraie vie, ça marche dans la SF, et ça marche pas trop mal. Donc en fait, montrer autre chose, à moins que ce soit pour un but particulier, c'est pas ouf. Voilà, donc encore une fois, ça n'implique que moi comme vision. C'est possible que pour certains aspects, ce soit biaisé, ce soit pas très objectif et que ce soit plus subjectif, ou une déformation professionnelle, ou lié à plein de choses, en fait, très bien, c'est très possible, mais encore une fois, ça n'implique que moi. Et si tu intègres des idées comme ça dans ton histoire, faut juste comprendre pourquoi, quoi. Pas plus. Et là, je vais terminer en te donnant mes quelques recommandations de bouquins d'œuvres de SF. Alors, il y a celui-là, Douglas Adams. Vraiment, si tu n'as pas lu ça, le Guide du voyageur intergalactique, si tu n'as pas lu ça, c'est vraiment une pépite, c'est drôle. Si tu veux pas le lire, il y a un film qui a été adapté il y a quelques années, H2G2 ça s'appelle. Si tu veux pas le regarder, il y a une série. Si tu ne veux pas la regarder, il y a une émission de radio, c'est le premier truc qui est sorti dans les années 80, ou 70, je sais plus. Donc en fait, tu as le choix. C'est bien écrit, c'est drôle, c'est fin, et on comprend plein d'aspects
de SF qui sont parfois ridiculisés, parfois moqués, parfois critiqués. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très bien écrit. On comprend bien les mondes qu'on explore, on comprend bien le voyage dans l'espace, on comprend bien l'isolement, on comprend bien les enjeux qu'il y a dans toutes les planètes qu'on rencontre. C'est vraiment génial. Un autre bouquin, c'est le livre de Philip Dick, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Alors tu comprendras le titre en lisant le livre, ou en regardant le film, parce que c'est le livre qui a inspiré le film Blade Runner de Ridley Scott. C'est un livre qui permet de réfléchir sur la condition humaine. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Il y a des androïdes qui sont humanoïdes, et ils ont des attraits et des attributs très humains, voire parfois plus humains que les humains même. Et du coup se pose la question de savoir où se pose la limite entre les deux. Quand finit l'humanité, où commence le robot, etc. Et en fait, ça fait réfléchir sur ça, c'est très bien écrit, très bien expliqué. On est dans un monde futuriste qui est génial, qui est bien fait, bien raconté, bien amené. Franchement, c'est très très cool. Donc n'hésite pas à le lire à son instant, je le recommande à fond. Ou au pire, tu regardes le film. Une autre œuvre, c'est le roman de Frank Herbert, Dune. C'est des bouquins géniaux, c'est tellement génial, Dune. C'est-à-dire que ce sont des livres qui te permettent de comprendre de fonctionnement de société humaine, des ramifications politiques, économiques, etc. et leur impact sur des populations. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, les mondes sont très riches, sont très complexes, ils sont très bien décrits, très bien amenés, très bien analysés, en fait tu sens que le mec il a bossé quoi. Donc franchement, c'est très cool aussi. Si tu n'as pas envie de les lire, tu peux regarder le film, il y a un film qui est sorti, il a quand même... c'est chum, il a quand même mal vieilli quoi. Mais il y a une série qui va sortir normalement l'année prochaine, donc ça peut être cool. Voilà, n'hésite pas un seul instant, ça mérite vraiment le coup d'œil. Et pour finir, la pépite des pépites, un chef-d'œuvre franchement, c'est le cycle Fondation d'Isaac Asimov. C'est vraiment charmé, j'ai lu ça quand j'étais ado, j'avais pas tout compris. J'ai relu ça quand j'avais la vingtaine, j'avais mieux compris. Il faudrait que je relise maintenant, ça se trouve je comprendrai encore mieux. En tout cas, c'est une histoire qui permet de comprendre le fonctionnement d'une société à travers les âges. C'est la même société, la même planète, on est déjà dans un futur lointain, on est à plus de 20 000 ans de notre époque, et il y a un principe, c'est la psychohistoire, qui permet du coup de calculer le futur grâce aux mathématiques. Et en fait, la science prédit que l'Empire va s'effondrer. Donc toutes les mesures qui vont être prises, ce sera pour le sauver et le faire perdurer. Donc en fait, on va suivre l'évolution. Le personnage principal, en fait, ça devient la société. C'est la société le personnage principal, parce que finalement, l'histoire se passe sur des milliers d'années. Donc il y a des personnages qu'on voit dans des histoires qui sont limite des personnages mythologiques dans d'autres. Et en fait, tout ça, c'est génial. Ça permet de voir comment le tissu, la fabrique d'une histoire se crée au sein d'une société. C'est tellement bien fait, c'est tellement balèze en fait. C'est fort, c'est juste et c'est génial. Donc franchement, n'hésite pas. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais ces œuvres-là, si tu trouves qu'elles sont indispensables, si tu les connais. Si tu dois sûrement en avoir d'autres, n'hésite pas à nous le dire aussi. On va poursuivre ça sur Instagram parce que je vais te poser la même question là-bas. Il y aura encore plus de monde pour répondre à ça. Et en fait, ça se trouve, on va découvrir de nouvelles œuvres qui sont très cool, que je connais pas ou que tu connais pas. Ça va être très cool. Moi, je te souhaite un bon week-end. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. Salut!